Les informés de l'Écho, Emmanuel Cuny, Jules Detis. Nos informés de l'Écho, Jésabelle Coupé-Soubéran, économiste maîtresse de conférence à la Sorbonne, et Patrice Geoffron, membre du Cercle des économistes, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. On va parler justement d'énergie. Emmanuel Cuny, la France définit sa nouvelle politique énergétique. On regarde loin, on en parlait, ce projet de loi validé par le Sénat sur les énergies renouvelables qui va arriver à l'Assemblée. C'est aussi une question de comportement individuel. Oui, effectivement, nous sommes toutes et tous concernés. Plus loin que ces grandes réunions internationales qui, on vient de voir, effectivement peuvent paraître un peu superfétatoires entre guillemets, mais elles servent réellement à quelque chose pour la réflexion en amont. Et on va regarder justement ce que chacun d'entre nous peut faire sur le terrain, et puis surtout quelle est la marge de manœuvre de nos dirigeants, quels sont les ingrédients d'une bonne politique énergétique, à quel prix pour les particuliers et les entreprises, et puis comment mobiliser au mieux évidemment les banques et la finance. Plein de questions sur la table. Jésabelle Coupé-Soubéran, c'est vrai que quand on se dit baisser le chauffage, on voit tout de suite l'efficacité, mais pour ce qui s'agit des milliards mis dans les politiques énergétiques, parfois c'est un peu plus compliqué à comprendre. Est-ce que ce sont vraiment des politiques efficaces ? Est-ce qu'on est efficace sur la transition énergétique ? Alors non, on n'est pas efficace sur la transition énergétique, mais surtout, je crois, si vous voulez, que en fait, il y a un réel problème il y a un problème d'orientation des fonds dont on dispose, et puis il y a un problème de financement en fait de la transition énergétique et de la transition écologique. Le paradoxe au fond, c'est que on a une finance énorme, d'accord, au niveau mondial, on a plus de 460 000 milliards de dollars à l'actif de toutes les banques, les intermédiaires financiers non bancaires, etc. C'est environ 5% du PIB mondial, c'est-à-dire la richesse produite. Non, c'est 5 fois. C'est 5 fois le produit intérieur brut mondial. C'est absolument énorme. Et on a cette finance énorme, et pour autant, on n'est pas capable, finalement, de financer la transition énergétique et la transition écologique. Quel est le problème ? Alors, sans doute un problème d'orientation des flux financiers. Il faut trouver comment réorienter ces flux financiers. Mais la finance verte, alors, ça n'existe pas ? Alors, si vous voulez, justement, il faut trouver les leviers pour avoir cette réorientation, mais je crois qu'une question de fond qu'on doit se poser, c'est est-ce que véritablement on dispose de bons instruments financiers pour financer des choses qui sont pas nécessairement très rentables, qui peuvent l'être parfois à très long terme, ou qui peuvent ne pas l'être du tout. Et puis il faut voir aussi que les investissements, tout investisseur attend un retour en échange. Exactement. Et les investissements aujourd'hui dans la transition écologique ne sont pas rentables finalement. Donc c'est un ça. peu. Et je crois qu'il ne faut pas attendre que ça le soit. C'est-à-dire que vous avez certes, si vous voulez, des investissements qui peuvent être très rentables, ou en tout cas qui le deviennent, dans l'éolien, dans le photovoltaïque, et ça. Parce qu'on voit des pubs sur les placements dans la finance verte. On nous propose d'investir notre argent là-dedans avec des bons rendements. Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est que cette finance verte qui vous promet de très bons rendements, comme la finance pas verte, c'est pas une finance très verte par définition. Alors d'accord, l'économiste... donc greenwashing à ce niveau-là, donc prudence. Mais en revanche, il faut absolument que la finance verdisse au plein sens du terme. Mais pour ça, il faut des politiques publiques très volontaristes. Patrice Geoffron, qui doit payer, le public ou le privé ? Alors, pour répondre à cette question, la période, elle est vraiment intéressante. On est finalement au début probablement d'une période d'instabilité liée à cette guerre énergétique, et donc la question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'on en serait aujourd'hui si on avait été plus décarboné ? Si les quelques dizaines de milliards d'euros, centaines peut-être, qui nous manquent, si on les avait investis plus tôt dans la décarbonation, en faisant plus de rails, en résolvant plus rapidement le problème des passoires thermiques, 5 millions. Où est-ce qu'on en serait aujourd'hui ? C'est intéressant de faire un petit calcul de coin de table. On a eu un premier choc il y a quelques années qui est le choc qui a conduit à la crise des Gilets jaunes, qui a eu des conséquences en termes de politique publique, en termes de finances publiques extrêmement importantes. Évidemment, si on avait été plus décarboné, on aurait abordé cette période probablement différemment, et ça n'aurait pas conduit à ce choc. Deuxième temps, la crise du Covid, elle a conduit à une surmortalité liée à la pollution de l'air. C'est très documenté dans la littérature, notamment en matière de santé publique. Et donc évidemment, si on avait été plus décarboné, on aurait une meilleure qualité de l'air, et on aurait eu moins de mortalité, moins de conséquences également sur les finances publiques. Et troisièmement, si aujourd'hui on était plus décarboné, eh bien on aurait moins besoin de boucliers tarifaires, on aurait moins besoin de ristournes à la pompe, etc., etc. Or, la dette publique française, pendant la décennie 2010, elle a augmenté de 1000 milliards. Donc on paye très cher le manque d'investissement.